Bonjour à tous, bienvenue. Je crois qu'il est 16h30. Merci de votre participation à ce premier webinaire PPR organisé en collaboration avec Sense Agency, qui est une agence de conseil en prospective et conférences. Bienvenue à nos intervenants. Christophe Bourseiller, qui est historien, journaliste, écrivain, spécialiste des signaux émergents et extrêmes. Dominique Desjeux, anthropologue de la consommation et de la décision, également professeur émérite de la Sorbonne. Nous avons également avec nous Fanny Paris, qui est anthropologue, experte de l'ethnofiction, dont elle nous donnera quelques clés un petit peu plus tard. Bruno Marion, futuriste, expert des changements sociétaux et des théories du chaos. Et également Benjamin Louvet, qui est spécialiste de la transition énergétique. Également avec nous Frédéric Langlaine, co-dirigeante de PPR et spécialiste en communication sociétale. Et également Jean-Michel Dardour, président de Sense Agency. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, PPR, qui est agence du groupe WPP, nous collaborons depuis plusieurs années avec des marques historiques qui sont dans des phases de transition, des périodes un petit peu charnières où elles ont besoin de se réinventer. Également de nombreux acteurs disruptifs qui ont besoin d'émerger sur des nouveaux marchés. Nos clients aujourd'hui viennent nous chercher donc dans des phases de changement. Nous partageons ensemble une conviction avec eux qui est que nous devons, et en tout cas les entreprises, ont besoin de se reconnecter, ou en tout cas beaucoup plus et beaucoup mieux au mouvement de société, et également avec l'innovation en règle générale, y compris dans nos propres métiers. C'était donc assez naturel pour nous d'organiser ce webinaire et de lancer par la même occasion une nouvelle mission qui se nomme Society Change, et dont Frédéric vous donnera une plus ample présentation un petit peu plus tard. Je vais bientôt laisser la parole à Frédéric. Juste un point très rapide. Chacun des intervenants s'exprimera environ 10 minutes et nous aurons une séance de questions-réponses en suivant. N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos questions pendant toutes les présentations. Frédéric, je te laisse maintenant la parole. On ne sait pas quelles vont être les décisions. On ne sait pas quels vont être les comportements et les nouveaux usages. Moi, je ne sais pas, vous ne savez pas, votre entreprise ne peut pas savoir exactement ce qu'il va se passer. On sait qu'on va changer, on sait que ça va être ultra rapide, on sait qu'on va vivre de nouvelles crises. On va en parler tout à l'heure, on aura certainement d'autres crises sanitaires, d'abord on n'en est pas sorti, crise économique bien sûr, crise énergétique, etc. Mais ce nouveau monde des crises, vous savez très bien que de toute crise est né de grands progrès, ou sont nés, pardon, de grands progrès, de grandes évolutions, et c'est cette captation-là via Society Change que l'on vous propose aujourd'hui. Alors, il va y avoir une méthode, je vais la présenter très simplement, mais sachez qu'il y a 4 piliers. Le premier, c'est l'agilité. Le deuxième, c'est la réinvention. Si on ne se réinvente pas, on ne perdurera pas. La création, donc à nouveau, c'est le pouvoir des créateurs, et bien sûr, le pouvoir de l'engagement. On entre aussi dans une autre dimension de conscience du monde. Là, je fais référence justement à ce troisième pilier de notre cerveau, qui est le néocortex. Et on pourrait dire qu'il y a un néocortex de la société au global qui se met en place. On a une autre dimension de conscience du monde. Je pense que cette image parle d'elle-même. Vous pourriez vous dire que c'est la nouvelle génération et seulement, mais on sait que c'est elle aussi qui va conduire le monde de demain. Donc, bien sûr, cette autre conscience du monde, on va la vivre dans le business dans les prochains mois. L'image qu'on a souhaitée pour faire comprendre aussi la mission Society Change est celle de la fusée. Alors, pour tous ceux qui aiment l'aéronautique, je pense qu'ils seront ravis, hein, bien évidemment. Je crois que de toute façon, les fusées nous passionnent tous et font appel à notre âme d'enfant. Pourquoi j'ai mis ces deux images? L'image qui est à gauche, c'est quand même une fusée qui n'est pas très grande,
on voit un monsieur qui active beaucoup de fils. Bon, ce n'est pas un jouet, mais il active des fils et honnêtement, c'est vrai que dans la vie et de ce que nous allons vivre dans les prochains mois et les prochaines années, on peut tirer des fils. On peut se dire, on voit ça dans la société et on va justement se greffer sur telle opportunité, on va aller chercher telle communauté parce qu'elle est levier, etc. Mais on peut aussi tirer le mauvais fil. Et c'est extrêmement difficile de savoir quel est le bon fil. De l'autre côté, à droite, il y a une fusée qui est assez puissante, évidemment, qui est massive et qui est vouée à décoller. Donc, c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui de se dire, dans cette période de relance, dans cette période de réinvention, comment allons-nous redécoller? Donc, je reviens à la mission de la valeur d'utilité de Society Change. Vous voyez ici des images qui, pour moi, sont vraiment caractéristiques des prochaines évolutions. Et j'ai toujours envie de dire que finalement, quand on parle de la société, il faut maintenant qu'on parle de la nouvelle société. On peut parler de la nouvelle santé. Ce qu'on a vécu fera émerger une nouvelle santé, que ce soit par rapport à l'organisation des hôpitaux, mais à notre désir de santé dans les années à venir. On est face à une nouvelle démographie. Alors, elle n'est pas la même selon les zones du globe, bien évidemment, mais il va falloir que nous soyons en capacité d'adaptation, voire d'anticipation plus que jamais. La nouvelle consommation, bien sûr, aujourd'hui, on nous dit on veut consommer moins. J'ai eu un dernier sondage de l'Observatoire CTLM qui dit qu'à peu près 41% des Français ont déjà commencé depuis des mois, et ça s'est accéléré à de toute façon se dire on va consommer moins. Par ailleurs, il faut qu'on voit les opportunités nouvelles. On a l'émergence, évidemment, du rapport entre nature et futur. Je crois que c'est notre grand défi à tous. On va vivre des mondes virtuels et réels simultanément. Donc, ça nous fera bouger énormément également les opportunités de relations et de projets pour les marques, les entreprises et les associations. Et comme je le disais précédemment, nous serons face aussi à un écosystème global, communautaire, on en parlera aussi tout à l'heure, où il y a de plus en plus de communautés. Et la leçon qu'on peut en tirer, c'est que la société n'est absolument pas une. Elle est cosmopolite, elle est variée, elle est éclectique. Et cet enjeu d'adaptation va être majeur. Alors moi, j'ai dégagé 2 piliers principaux dans la mission Society Change, qui, comme vous l'aurez compris, est quand même un changement de modèle. Je ne sais pas pourquoi, les slides passent tout seuls. Il faut que je revienne, c'est pas grave. Les 2 piliers qu'on peut imaginer comme inflexion majeure dans le nouveau modèle, parce qu'il faut quand même qu'on se situe à l'intérieur des entreprises, puisque la question névralgique aujourd'hui, c'est de savoir comment on va s'organiser. Alors, d'un côté, il nous semble assez évident qu'il doit y avoir une accélération de la synergie entre les directions générales, leur direction de l'innovation et leur direction de la communication. On a vécu les uns les autres quand même, je pense que vous pourrez abonder, des approches qui pouvaient être en silo, et ce n'est pas parce qu'on se retrouve au sein d'un comité de direction, puisque toutes ces fonctions sont représentées, et je pourrais ajouter aussi les ressources humaines, qu'il n'y a pas un effet de synergie supplémentaire à créer, puisque nous en déduisons que le monde va demander une accélération formidable pour pouvoir récupérer et redévelopper le business. La première leçon que nous devons en tirer, et la première organisation, c'est de se dire comment nous allons fonctionner en synergie entre ces 3 entités. Mon propos étant de dire on ne peut pas s'arrêter à voir seulement le présent. En fait, il faut qu'on anticipe le futur et ce futur le mettre dans le présent. Alors, c'est une méthodologie. Cette méthodologie repose sur un 2e pilier qui est celui des écosystèmes. Vous savez que c'est une grande notion parce que les écosystèmes sont aussi les éléments qui vont permettre de nous protéger et de nous préserver à l'avenir. Dans l'entreprise, le fonctionnement écosystémique va non seulement permettre aux personnes de travailler beaucoup plus en synergie, mais va induire un système d'anticipation pour l'action. Si on n'anticipe pas, et donc mon propos est de dire que la méthode des scénarios va être vitale dans les mois à venir. Scénarios non pas pour imaginer tout ce qui peut se passer,
parce que les scénarios vont être choisis, mais ces scénarios sont ensuite à réaliser. Et c'est en prenant ce leadership du temps d'avance que les entreprises vont pouvoir aller à la rencontre des nouveaux mouvements de société, s'y adapter et bien sûr innover. Alors je conclus mon introduction parce que je pense que nos différents experts méritent qu'on les entende. Je voulais juste terminer sur ces 3 étages de la fusée pour que ce soit quand même concret pour vous. En fait, à l'intérieur d'un système écosystémique dans l'entreprise, on propose 3 choses. La première, c'est de pouvoir immerger des cellules d'anticipation et de vision avec des experts qui viennent d'ailleurs. Je pense qu'aucune entreprise aujourd'hui ne peut voir seule le monde tel qu'il sera dans les mois et les années à venir. On a besoin d'intelligence, on a besoin de visionnaires, on a besoin de prospective et on a besoin aussi de gens qui nous plongent dans le réel, parce que ce réel, on ne le voit pas toujours. Le deuxième étage de la fusée, ce sont les échelles d'observation. Si je prends un exemple qui est celui des directions marketing que je connais bien, en général, on regarde l'échelle d'observation, ce sont les consommateurs. Donc, finalement, que font-ils? Est-ce qu'ils sont, parce qu'ils ou elles portent un masque aujourd'hui, est-ce qu'ils changent leur pratique de maquillage? Pour ne citer qu'un exemple. En fait, si je regarde seulement ça, je rate les autres échelles. Les autres échelles étant aussi, bien évidemment, au-delà de ce micro-social, le macro-social, mais aussi ce qu'on appelle le mésosocial, avec les acteurs leaders d'opinion qui vont faire des choix stratégiques pour la nation. Et il faut absolument, en même temps, regarder ce qui se passe au niveau de l'échelle géopolitique. Et donc, notre propos, c'est d'activer les 4 échelles d'observation en même temps pour décupler le pouvoir de décision des entreprises et des marques. Le 3e étage de la fusée, ça a été notre conviction depuis des mois, c'est qu'il fallait augmenter là où les communications sociétales. On peut avoir des communications business au service de la vente. On sait aujourd'hui que les entreprises développent leur mission et leur raison d'être et en même temps, elles ont le devoir aussi de participer à la création de cette nouvelle société. Donc, l'environnement, l'inclusion, la santé, l'emploi, etc., qui vont être les piliers névralgiques de l'avenir, les entreprises doivent se positionner et elles ne doivent pas répondre seulement à des engagements. On va rentrer évidemment dans des dimensions où l'entreprise pourra faire avancer la société aussi à son profit. Voilà, donc j'ai terminé mon propos. Je vais passer la parole à Jean-Michel Dardour qui va se présenter et nous présenter notre premier duo d'intervention, puisque vous l'aurez compris, quand je parlais d'écosystème et de valeur augmentée du conseil sociétal, il est évident que nous avons notre part en tant que conseil en communication, mais nous avons besoin, pour augmenter ce conseil, d'être en mode d'hybridation, c'est-à-dire en mode pluri-expert, pour pouvoir vous apporter cette richesse de vision pour vos décisions d'avenir. Bien, merci Frédéric, merci beaucoup de m'avoir donné la parole et de nous avoir proposé ce partenariat. Je suis donc effectivement Chief Inspiration Officer, quel beau métier, et fondateur de Sense Agency, qui est une agence donc de conseil en conférencier et en prospective pour les entreprises qui souhaitent donc prendre de la hauteur ou de la profondeur pendant leurs séminaires internes, externes, en communication ou en RH. Et donc, nous aimons bien nous qualifier d'éveilleurs d'idées en fonction des problématiques de nos clients et donc nous recommandons tout simplement les meilleurs intervenants dans des domaines aussi variés que la transformation digitale de l'entreprise, l'intelligence artificielle, l'ubérisation de la société, comment faire mieux avec moins. D'ailleurs, je vois que Frédéric nous disait on va consommer moins. Donc voilà, je reçois des livres tous les jours de nos conférenciers. Je vous recommande, je vais faire comme à la grande librairie. Je vais vous recommander le guide de l'innovation frugale de Naviraju, 6 principes clés pour faire mieux avec moins. Voilà. Et donc, nous traitons aussi des sujets comme l'esprit d'équipe, l'automotivation, la confiance, la résilience. Et donc, il y a effectivement un gros travail en amont pour connaître les travaux de nos intervenants. Et nous faisons une veille permanente qui nous permet de préconiser donc les meilleurs. Nous pouvons même aussi aller en chercher quelques personnalités qui vous intéressent
j'ai coutume de dire, c'est plus un secret que nous avons fait faire la première conférence du président François Hollande après sa présidence. Donc, vous voyez, on peut aller très loin. Voilà, je ne vais pas redire ce qu'a dit Frédéric parce qu'elle l'a fort bien expliqué, mais je crois que plus que jamais, après cette crise sanitaire et maintenant cette crise économique que nous allons qui va suivre, je pense que les entreprises, comme elle l'a très bien dit, vont avoir plus que jamais besoin d'expertise pour repenser leur stratégie, pour repositionner leur offre de produits et de services, et donc dynamiser les équipes avec les nouveaux modes de travail, le télétravail, le leadership à distance, etc. Et bref, donc mieux comprendre les enjeux humains, les enjeux technologiques et les enjeux sociétaux. Et en ce qui me concerne, moi, je crois que, peut-être le disait ce philosophe qui était Karl Jaspers, peut-être que nous vivons un moment axial. Vous savez, l'humanité rencontre régulièrement des basculements, des moments axiaux, comme à l'Antiquité, puis la Renaissance, ensuite le siècle des Lumières, la Révolution industrielle. Et bien peut-être qu'aujourd'hui, nous allons devoir faire face à des bouleversements dans tous les secteurs, que ce soit la santé, l'hygiène, l'éducation, la recherche, l'alimentation, l'agriculture, le digital, la logistique, la distribution, le logement, les énergies, l'aménagement du territoire et même la démocratie. Vous avez vu la semaine dernière, vous avez assisté à ce décrochage un peu citoyen pour le vote des municipales. C'est un signe fort. Peut-être que Christophe nous en parlera. La culture, l'assurance, le crédit, voilà. Et donc, nous avons choisi avec PPR de vous présenter conjointement ce projet Society Change qui porte bien son nom et quelques-uns donc de nos meilleurs experts. Je vais donc vous les présenter. Alors, je crois que l'un d'entre eux est passé du côté bizarrement participant. Donc, je ne suis pas un grand technicien, mais je vais essayer de faire basculer Benjamin du côté conférencier. Si vous me donnez quelques secondes, je vais tenter ça. Voilà, j'ai peut-être réussi, j'espère. Donc, je vais vous présenter nos deux premiers… Tu as réussi, Jean-Michel. Ah ben, bravo, je m'étonne moi-même. Tout d'abord, je voudrais vous présenter donc Christophe Bourseiller. Christophe Bourseiller, après des études de philosophie, est devenu écrivain, historien et également journaliste et homme de radio. Il est maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris et auteur d'une quarantaine de livres, dont Les ennemis du système, Les maoïstes, Vie et mort de Guy Debord, C'est un complot. Il étudie en particulier les mouvements minoritaires, les phénomènes de marge, les contre-cultures, les théories du complot, donc, et pour résumer, donc, les mouvements politiques et religieux extrémistes ou minoritaires et comment ces signaux faibles peuvent devenir des signaux émergents. Voilà, il a beaucoup travaillé à la télévision et à la radio en tant que conseiller éditorial de plusieurs émissions, producteur d'autres émissions. Actuellement, je crois que sur Histoire, il est en train de produire une série de documentaires sur les théories du complot. Et tu me rectifieras, Christophe, si je me suis un peu trompé, mais je ne crois pas. Et donc, je vais lui donner la parole. Ensuite, je vous présenterai Bruno Marion. Et puis, last but not least, je vous présenterai ensuite Benjamin Louvet. Mais pour l'instant, je vais passer la parole à Christophe Bourseiller. Je te remercie. Je ne me vois pas, mais voilà, je me vois, donc c'est déjà un gros progrès. Bonjour, merci de m'accueillir. En fait, moi, c'est vrai que au départ, je suis donc un spécialiste des mouvements extrémistes, de droite comme de gauche. J'ai d'ailleurs créé, il vient de se créer à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France à Valenciennes, un observatoire des extrémismes et des signes émergents. Et pour résumer les choses, c'est vrai que je travaille sur ces mouvements depuis de nombreuses années et on peut dire que ces mouvements, d'un point de vue politique, sont évidemment pour la plupart, qu'ils soient de droite ou de gauche, néfastes, dangereux, nocifs. Enfin, on peut évidemment les analyser sous cet angle. Mais si on braque le regard sur la dimension culturelle, on s'aperçoit que ces mouvements, au fil du temps, et c'est encore le cas aujourd'hui, ont toujours été des incubateurs involontaires d'idées nouvelles qui se sont ensuite répandues dans la société en se diluant. Et donc, fort de cette observation, j'ai travaillé en direction des signaux faibles et j'ai dégagé un certain nombre de signaux faibles d'un genre particulier parce que ces signaux faibles, je les ai glanés dans les marges et c'est ce que j'appelle des signes émergents qui permettent de donner justement un temps d'avance, comme vous le disiez, et qui permettent de voir à quoi ressemblera notre monde
dans les 15 ou 20 ans. Alors, mon outil, je ne fais pas ça par simple divination, c'est l'histoire culturelle que j'ai beaucoup travaillé avec mon ami Pascal Horry à Paris 1 Sorbonne, et l'idée qu'en utilisant cet outil de l'histoire culturelle qui fait qu'on apprend beaucoup plus en regardant le cinéma, le théâtre d'une époque que finalement en regardant les événements historiques, ou tout comment on apprend autant, cette histoire culturelle est l'outil dont je me suis servi et dont je me sers. Et si vous prenez cet outil, vous vous apercevez par exemple que des lignes de fond aussi profondes que le mouvement des femmes, la cause homosexuelle ou l'écologie ont incubé dans des mouvements extrémistes à la fin des années 1960, pour ensuite se répandre dans la société en modifiant complètement le visage des sociétés, bien sûr, et le visage des entreprises. Et donc, fort de en quelque sorte, de cet outil qu'est l'histoire culturelle, je voudrais vous proposer quelques pistes qui permettraient peut-être d'avoir un temps d'avance pour les années à venir, sachant que la façon dont je travaille, c'est d'aller par exemple au bord des manifestations, dans les ZAD, dans les lieux de vie, sur les sites internet évidemment, ou ailleurs, et d'observer la récurrence des débats. Si un thème revient sans cesse, c'est qu'il y a quelque chose de fort qui est en train d'apparaître. Alors, quelques thèmes. Premier thème, très important, sur fond de conscience écologiste, car aujourd'hui, la conscience écologiste est un peu le soubassement d'un grand nombre de révoltes ou d'un grand nombre d'engagements. Sur ce fond-là, on voit apparaître une tendance à la déconnexion, c'est-à-dire l'idée de la fin des geeks, l'idée que ce pic numérique que nous vivons aujourd'hui pourrait bien être suivi par ce que, si je voulais résumer les choses, je dirais la sobriété numérique. Et c'est très simple, il y a une certaine logique à ça, tout simplement parce que nous sommes en 2020, le World Wide Web, le web a été créé en 1989 par Robert Caillot, un Belge, et Tim Berners-Lee, un Anglais, et de 1989 jusqu'à une date récente, on peut dire que nous avons tous vécu sous la magie du web. On est encore émerveillé par le web, les webcams, les possibilités des applications nous rendent encore totalement songeurs. Simplement, il y a une nouvelle génération aujourd'hui qui est née avec un portable greffé dans l'avant-bras, pour lesquels tout ça va de soi. Et à partir du moment où le web, cet univers numérique qui nous fascine, va de soi, la magie n'opère plus. De sorte que la fascination dont nous sommes, nous, les représentants de ces générations fascinées, laisse la place à un regard aujourd'hui habitué, mais un regard aussi de plus en plus critique, d'où l'idée qu'on voit par exemple apparaître beaucoup de phénomènes de contestation, des gens très jeunes qui n'ont plus de portable ou qui refusent d'avoir des smartphones, qui luttent contre le contrôle mental, qui luttent contre évidemment le recueil des données, qui luttent contre les bulles d'affinité. Vous avez donc ce phénomène qui me paraît très important, qui va de pair avec l'éloge de la slow life, qui va de pair avec l'idée de la critique de la technologie. Il y a l'idée aujourd'hui que la technologie du 21e siècle n'est pas totalement à bannir, mais que c'est une technologie qui doit être respectueuse de l'environnement, qui doit être douce. Donc la critique du numérique va de pair avec la critique de la technologie sous l'angle écologiste. Les objets de demain ne seront pas des objets ultra connectés comme aujourd'hui, mais le véritable luxe sera la déconnexion, ce qui n'est pas évidemment encore tout à fait le cas, mais c'est ce qui arrivera. Deuxième paramètre qui me paraît très important, c'est qu'on vit désormais une révolution de l'identité qui passe par beaucoup de paramètres, qui passe par le nomadisme généralisé, mais qui passe aussi par la communautarisation. C'est-à-dire que, par exemple, nous, en France, nous avons de beaux discours laïques, bien sûr, mais derrière nos beaux discours laïques, il y a une réalité communautarisée. De sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se définissent plus par le simple référence à « je suis français, je suis anglais, je suis américain », mais par des références communautaires ultra minoritaires. Et de ce point de vue-là, l'observation des mouvements récents en France, Black Lives Matter, est évidemment très intéressante parce qu'on s'aperçoit qu'il s'agit de mouvements qui proviennent de la communauté noire, mais la communauté noire, ça ne veut rien dire, car en réalité, si vous prenez par exemple la Ligue de défense noire africaine, ce sont des Congolais.
les Camerounais ne sont pas sur les mêmes positions. Vous avez en réalité une segmentation extrêmement forte aujourd'hui et l'avenir est à la communautarisation et à la juxtaposition des micro-identités, ce qui fait qu'effectivement, on n'est pas du tout dans la globalisation, on n'est pas du tout dans le nouvel ordre mondial dont on a parlé, parce que plus ça va, plus la planète devient un patchwork de micro-communautés. Alors, autre tendance, je vais assez vite, bien sûr, je vous gave un peu, pardon, autre tendance qui me paraît très importante, c'est le fait qu'on assiste à un retour à l'engagement, notamment de la part des jeunes générations. Je dis ça parce que les générations antérieures étaient plutôt marquées par un individualisme cynique. Or, l'individualisme laisse la place à une conscience collective, une conscience planétaire. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez par exemple les grandes crises sociales du siècle dernier, comme mai 1968, finalement, les gens voulaient la révolution, ils voulaient changer le monde, le grand soir, le matin rouge, etc. Alors qu'aujourd'hui, les gens luttent pour des révolutions minuscules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'agit de dire on va créer quelque chose pour changer là tout de suite. D'où les communautés, d'où les ZAD, d'où les lieux de vie, d'où les entreprises qui se révolutionnent, l'entreprise libérée, les réseaux, d'où cette volonté-là, le temps des révolutions minuscules. Mais ce temps des révolutions minuscules, il est traversé par une ligne de force extrêmement puissante, c'est le fait qu'on vit le début d'une très forte ère morale. Le maître mot, c'est la morale. Tous les mouvements que vous observez ces dernières années, je pense par exemple au mouvement MeToo, Black Lives Matter, l'écologie, c'est la morale. Et vous savez, les altermondialistes avaient déjà lancé ce slogan il y a quelques années, enfin il n'y a pas si longtemps, parce que c'était au début du 21e siècle. Vous savez, vous connaissez la théorie de Keynes, selon laquelle c'est l'État qui doit réguler l'économie. Et pour les altermondialistes, ce n'est pas l'État qui doit réguler l'économie, c'est la morale. D'où l'idée du commerce équitable, d'où l'idée de la traçabilité, d'où l'idée de la taxation qu'il prône des mouvements de capitaux. Et ce mouvement moral, qui peut parfois prendre l'aspect d'un mouvement puritain, va de pair avec le web, qui nous propose une forme de transparence totale. Ce qui veut dire que les entreprises aujourd'hui sont soumises à des impératifs auxquels elles n'étaient pas soumises précédemment, comme par exemple le fait de ne plus pouvoir avoir de zone d'ombre. Aujourd'hui, tout est dans la lumière. Aujourd'hui, si une entreprise fait appel à des petits-enfants maliens pour travailler, c'était peut-être possible il y a 20 ans, mais aujourd'hui, c'est un scandale international et l'entreprise est durablement décrédibilisée. Donc, il y a aujourd'hui la morale qui se met en avant, qui est très importante, travailler sans opprimer les gens, travailler sans ruiner l'écologie, en étant respectueux des autres et respectueux de l'environnement. Et donc, c'est quelque chose évidemment qui compte beaucoup et qui s'explique par la baisse d'influence du politique. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a on le voit bien d'ailleurs avec l'élection, dont l'abstention s'expliquant partiellement par l'épidémie, hein, bien évidemment, mais néanmoins, on voit bien qu'il y a une certaine désaffection pour le politique parce qu'on ne croit plus dans la sincérité des hommes politiques. Et qu'est-ce qui se passe quand un peuple cesse de croire dans ses hommes politiques? Généralement, il se replie sur ses valeurs qui évoluent sans qu'ils s'en aperçoivent, parce que la morale d'aujourd'hui n'est évidemment pas la même de celle d'après 1968, comme on le voit bien avec MeToo. La liberté sexuelle des années du XXe siècle, évidemment, aujourd'hui n'a plus cours. Mais évidemment, c'est assez logique de penser que lorsque la politique se retire, la morale affleure. Et ça me paraît aussi une tendance extrêmement importante. Donc, si je devais, pour clore, résumer ce propos, je dirais primat de l'écologie, fin des geeks, sobriété numérique, révolution de l'identité, communautarisation des sociétés, révolution minuscule, révolution bien sûr au pluriel, et puis primat de la morale. Voilà, j'ai dit. Un grand silence. Alors, je ne sais pas si on m'entend. C'est à nouveau Oui, Jean-Michel Lardour. On t'entend. Enfin, moi, je t'entends très bien. Voilà. Alors, je voudrais maintenant vous présenter Bruno Marion. Bruno Marion voyage dans le monde entier depuis 30 ans à la rencontre de PDG, de grandes entreprises, de petites entreprises, de millionnaires, de gens de situation en grande pauvreté,
de leaders religieux, de gourous en Inde et de gourous de la Silicon Valley, d'artistes, de membres des forces spéciales, de détenus en prison, d'activistes, de politiciens, d'entrepreneurs. Et donc, voilà, il médite chaque jour, il lit plus de 100 livres par an sur les dernières innovations scientifiques, technologiques, philosophiques et spirituelles. Il expérimente de nouvelles technologies de pointe, il enquête sur les nouveaux modes de gouvernance. Voilà, il est prospectiviste, spécialiste des grandes tendances internationales et de l'innovation. Et voilà, je vais sans plus tarder lui parler la parole. C'est un spécialiste du chaos, des théories du chaos, et il vous expliquera certainement pourquoi le chaos est une bonne nouvelle. Voilà, je vais passer la parole à Bruno Marion. Merci Jean-Michel, bonjour à tous. Alors je ne sais pas vous, mais moi les deux des questions que j'entends le plus en ce moment, c'est est-ce que ça va revenir comme avant et est-ce que ça sera mieux après? Alors ce que je vous propose, c'est d'essayer d'apporter une réponse à ces deux questions, ma réponse, en utilisant la grille de lecture des théories du chaos. Alors pourquoi des théories du chaos? D'abord parce que c'est une des grilles de lecture les plus récentes du point de vue scientifique, et aussi parce que, je vais vous le montrer, je crois que nous vivons dans un monde qui est devenu plus incertain parce qu'il est devenu chaotique au sens scientifique du terme. Alors, première question, est-ce que ça va revenir comme avant? Là, ma réponse, elle est très claire, c'est non. Ça ne va pas revenir comme avant pour une raison très très simple, c'est que ça n'est déjà plus comme avant. C'est-à-dire que nous avons passé un certain nombre de seuils. Je voudrais vous donner un exemple. Tout le monde parle du télétravail. Si vous étiez un futuriste il y a 3 mois, que vous voyez le monde de manière linéaire, vous auriez pris les courbes et vous auriez dit il faut à peu près 20 ans, il va nous falloir 20 ans pour arriver à la situation qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a, en quelque sorte, on a eu une sorte d'offre de 3 mois d'essai gratuit et obligatoire qui nous a fait passer un seuil complet. Et on a plein d'exemples comme ça aujourd'hui où des seuils ont été passés, même avant le Covid, parce que globalement, nous n'avons jamais été aussi nombreux, parce que nous n'avons jamais été aussi connectés, parce que aussi un certain nombre de phénomènes se sont accélérés. Par exemple, la diffusion de l'information, on voit un certain nombre de phénomènes qui s'auto-amplifient. Ça, c'est une des caractéristiques d'un monde chaotique. On parle d'auto-amplification. On pourrait parler d'effet boule de neige. Une boule de neige, plus elle est grosse, plus elle grossit. C'est ce qu'on appelle dans les théories du chaos l'effet papillon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un tout petit phénomène, les signaux faibles par exemple dont parlait Christophe, un certain nombre de signaux faibles deviennent significatifs et entraînent d'autres signaux et peuvent entraîner des conséquences absolument incroyables. Alors, des crises, il y en a déjà eu. Des pandémies, il y en a déjà eu. Des pandémies même beaucoup plus meurtrières. La différence avec ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous vivions déjà avec la crise du Covid, simplement là, ça le rend, je crois, encore plus visible, c'est qu'aucune pandémie, aucune crise n'a affecté autant de gens sur Terre en si peu de temps. Aucune pandémie, même celles qui ont été beaucoup plus meurtrières, ont affecté en quelques semaines la moitié de la population mondiale. Ce qui change aujourd'hui, ce sont l'échelle et la vitesse. Encore une fois, aucune transition n'a affecté autant de gens en si peu de temps. Avant, on peut dire qu'on avait des crises cycliques. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de l'économie, mais vous voyez tous, quoi. Ça monte, ça explose, hop, ça descend. Alors, il y a toujours des crises cycliques, bien évidemment. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des crises qu'on appelle systémiques, des polycrises. C'est-à-dire qu'une entraîne l'autre. Une crise sanitaire entraîne une crise économique qui elle-même peut entraîner une crise sociale, regardez les États-Unis, qui elle-même peut entraîner une crise politique, qui elle-même du coup peut déclencher une crise financière, qui va peut-être déclencher une autre crise économique. On a l'effet boule de neige dont je parlais, on a l'effet papillon. Donc, ce que je peux dire pour cette première question, c'est non, le monde ne va pas redevenir comme avant parce que dans un certain nombre de domaines, pas tous, nous avons passé le tipping point, nous avons passé un certain nombre de seuils.
Et d'ailleurs, ce que je vous invite à faire pour voir si des signaux faibles, comme ceux dont on nous a parlé, moi j'ai pris plein de notes quand j'ai écouté Christophe, parce que j'entends dans ce qu'il dit que ces signaux faibles, en fait, intrinsèquement, sont eux-mêmes capables de déclencher d'autres effets. Donc, soit vous voyez un signal et finalement, au bout de 2 ou 3 ans ou au bout de 2 ou 3 jours, il a disparu, ce n'était pas un signal faible significatif. Si au contraire, il devient, comme il nous a expliqué, quelque chose qui va transpercer dans l'ensemble de la société parce qu'il s'est auto-amplifié, et bien là, vous pouvez dire qu'il faut y faire extrêmement attention. Deuxième question, est-ce que ce sera mieux après? Alors là, ma réponse, c'est ça dépend. D'après les théories du chaos, une fois qu'on a passé ce qu'on appelle le tipping point, cet effet de seuil, en fait, il peut se passer que 2 choses. D'après les théories du chaos, ça c'est un point très important, c'est qu'on ne peut jamais revenir à l'équilibre d'avant, puisqu'on s'en écarte un petit peu plus à chaque fois. Eh bien, il y a 2 possibilités. Alors, il y a une mauvaise nouvelle et il y a une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il peut y avoir ce qu'on appelle un effondrement, un collapse. Et on voit, et je crains que nous allons voir, un certain nombre de choses, un certain nombre de sociétés, un certain nombre d'organisations, un certain nombre de modèles sociaux qui vont s'effondrer. L'autre possibilité, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il peut y avoir une émergence. Dans le premier cas, le système, ce que j'appelle le système, c'est un ensemble de trucs qui interagissent avec un autre truc, je sais pas, un pays, vous-même, votre société. Civilisations également peuvent s'effondrer, ou alors il peut y avoir ce qu'on appelle une émergence. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'à l'inverse de l'effondrement, on peut voir, et je crois que nous allons voir, et même nous voyons déjà, j'en ai parlé avec le cas du télétravail, nous voyons de nouvelles formes d'organisation sociale, citoyenne, de nouveaux types de sociétés, de nouvelles manières de s'adresser à ces consommateurs qui sont en train d'émerger. On parle de changement de phase, Edgar Morin parle de métamorphose. Encore une fois, dans les théories du chaos, on appelle ça une émergence ou une bifurcation. Alors, une émergence, ça ne veut pas forcément dire la disparition de tout le système d'avant. Au contraire, quand il y a une émergence, au sens des théories du chaos, il y a ce qu'on appelle on transcende et on inclut le précédent. C'est-à-dire, quand vous regardez l'émergence de la vie, par exemple, de l'atome à la molécule, de la molécule à la cellule vivante, de la cellule vivante à l'organisme, jusqu'au mammifère, jusqu'à vous-même, eh bien, vous-même, vous incluez votre corps, mon corps est fait d'organismes, d'organes qui lui-même est fait de cellules vivantes qui sont faites de molécules. Donc, en fait, moi, ce que je prévois, c'est que le monde d'après, s'il est meilleur, s'il ne s'effondre pas, en fait, va inclure un certain nombre de choses du monde que nous voyons aujourd'hui. On peut dire en quelque sorte qu'il va peut-être y avoir l'effondrement de certaines choses, et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, et l'apparition, l'émergence de nouvelles choses. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de quel côté on veut être d'abord dans son organisation. Est-ce qu'on veut être du côté des émergences ou des effondrements? Et la deuxième chose, c'est comment comprendre, comment identifier. On l'a vu par exemple, l'effet papillon peut nous aider à identifier des signaux faibles qui vont devenir significatifs. On a d'autres outils, par exemple. J'ai reconnu dans tout ce qu'a dit Christophe, comment les images fractales peuvent nous aider à non seulement identifier, mais à comprendre ce monde multicommunautaire qui apparaît. Voilà, en résumé, ce que je voudrais vous dire, c'est que oui, je crois qu'on est beaucoup à l'avoir dit, le monde change et change à une échelle, à une vitesse qui ne s'est jamais vue. Il se métamorphose et ça peut être une excellente nouvelle si on a les bons outils, si on a les bonnes lunettes pour le comprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bruno. Alors on va enchaîner avec un nouveau duo qui est un duo d'anthropologues. Donc Dominique Desjeux puis Fanny Paris. Donc je commence par
présenter Dominique Desjeux, voilà, qui est un grand anthropologue à mes yeux, que j'ai eu la chance de connaître à la Sorbonne il y a un bon nombre d'années déjà, qui est professeur émérite, et qui est vraiment celui qui, pour moi, incarne une compréhension extrêmement fine de ce que vivent les gens dans la vraie vie. Et je pense que c'est très important de se dire qu'aujourd'hui, dans Society Change, on ne peut pas ne pas regarder ce qu'il se passe dans la vraie vie des gens, dans leur foyer, dans leurs actes, dans leurs moments de tous les jours. Mais plus encore, c'est vrai que Dominique est aussi un consultant international pour de nombreuses entreprises et marques, et il a pu être aux côtés, à côté d'un certain nombre de, je dirais, de pays pour observer justement les changements des usages de la vraie vie et particulièrement, évidemment, pendant cette période de confinement. Il est l'auteur de nombreux ouvrages que vous pouvez retrouver sur son site Argonaute, et donc j'ai eu le plaisir de lui transmettre la parole parce qu'il va nous parler des échelles d'observation que j'exposais tout au début de notre webinaire, de ces échelles qui nous permettront de comprendre le présent et de déceler aussi ce qui peut se passer à l'avenir. Bonjour à tous. Je n'aurai ni introduction ni conclusion parce que je pense que la vie n'a ni introduction ni conclusion et qu'on est de passage. Donc là, je vais ici passer… alors, j'essaie… Alors, il faut que je clique un coup là-dessus. Je passe, voilà. Je vais essayer d'expliquer en quelques slides qui sont assez bien remplis pour que vous puissiez les lire indépendamment de mon intervention. Finalement, comment on peut anticiper, comment on connaît et comment, je m'excuse de mon vocabulaire scientifique, comment on évite d'être un vieux con, on dit souvent en français, c'est-à-dire comment on essaie, moi j'essaye d'éviter les tunnels cognitifs. Et c'est pour ça que je suis assez méfiant des experts, à commencer par moi-même, parce qu'on a des tunnels cognitifs, des biais cognitifs qui nous empêchent de regarder ce qui émerge. De façon un peu schématique, j'ai appelé ça les 4 biais qui limitent l'anticipation. On aurait pu les appeler autrement, tunnels cognitifs, peu importe. Et j'en ai noté 4, il y en a sûrement d'autres. En général, on est très bien monté là-dedans. Le premier, quand je vois un client, il me dit voilà comment se pose le problème, je suis à peu près sûr qu'il n'y aura jamais de solution. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'illusion des séries, c'est l'histoire de la dinde qui, après 200 jours qu'elle avait été nourrie par les hommes, trouvait que les hommes étaient formidables. Bon, elle avait une très grande série, 200 jours. Manque de chance, le 201e jour s'appelait Thanksgiving et on l'a sorti de sa cage, on lui a coupé le cou et on l'a mangé. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a des grandes séries qu'on peut prévoir ce qui va se passer après. L'imprévu, les crises, tout ça, c'est au cœur de l'histoire. Le troisième biais, c'est qu'il n'y a pas d'approche globale, sauf dans notre tête. Évidemment, nous, on se fait une approche globale. On insiste souvent sur la cohérence. Personnellement, je suis toujours très prudent sur la cohérence parce que le paranoïaque est cohérent. Toutes les théories conspiratoires sont faites de cohérence. Donc, je crois plutôt quand une théorie n'est pas tout à fait parfaite, quand elle n'est pas entièrement cohérente. Et je pense qu'on ne peut pas tout saisir et qu'en général, on démarre par un angle. Et donc, au final, pour résumer cette slide, je pense que le plus grand biais, c'est de croire qu'il pourrait exister une connaissance sans biais. C'est un petit paradoxe pour avancer. Et donc, là encore, c'est une façon d'aborder les problèmes. Vous avez bien vu qu'on a eu 3 façons jusque-là d'aborder les problèmes. J'en amène une 4e, tout ceci ayant à chaque fois des liens à la marge de chaque approche, bien évidemment. L'idée centrale, c'est que pour agir et anticiper, il faut intégrer un raisonnement sous contrainte parce que rien ne se passe de façon fluide, à commencer par la diffusion des innovations dont a parlé Fanny. Et quand on pense tout à l'heure à l'exposé très intéressant qui a été fait pour montrer comment émerger les nouvelles idées, et il a bien été dit qu'elles se diffusaient, elles se perdaient dans la société, donc ce n'est pas direct, ce n'est pas en ligne directe, c'est ça l'idée qui est derrière. Et la deuxième idée importante à retenir qui est là, c'est de dire la société, c'est un champ de force, un champ de contraintes, et c'est pour moi ce champ de contraintes qui explique l'écart qu'il y a le plus souvent entre les valeurs ou entre ce qu'on dit, entre les représentations, les opinions et les pratiques.
pour ça que je travaille beaucoup sur les contraintes, pour essayer de comprendre, et sur les pratiques, pour essayer de comprendre cet écart. Une des conséquences, c'est qu'il faut se décentrer. Il faut acquérir ce que j'appelle, ce qu'on peut appeler, peu importe, c'est moi qui l'appelle, une connaissance mobile. J'ai adoré, ça fait 20 ans que je vais en Chine. Et un jour, dans un aéroport, je vois cette carte que je prends en photo. Et c'est la première fois que je voyais un puzzle avec une carte du monde. Et vous savez peut-être, ou vous ne savez pas, peu importe, que la Chine en chinois, ça se dit Zhongguo, c'est-à-dire le pays du milieu. On le traduit mot à mot, c'est plus compliqué que ça, mais peu importe. Et vous voyez bien, souvent je montre 3-4 cartes différentes. Quand on voit cette carte, l'Europe sur la gauche est tout petit. Ici, l'Europe, c'est microscopique. Pour un Chinois, c'est pas important. Il y a même des cartes qui montrent juste cette zone de l'Asie du Sud-Est. Donc, ça nous fait comprendre qu'on n'est pas le centre du monde, ce qui est relativement intéressant quand on veut anticiper, surtout aujourd'hui. Là, ici, on est au cœur de la démonstration. J'essaye de schématiser. Vous voyez, tout à l'heure, Frédéric Langlen vous a parlé des cortex. Ici, on a vraiment l'échelle la plus micro qui est le neurobiologique. Ici, on a l'échelle la plus macro. Bien évidemment, les échelles n'existent pas dans la réalité. Ce sont des focales, ce sont des façons d'observer. Mais c'est pour dire que là, on est sur du macro. C'est celle de la géopolitique, celle des classes sociales, des cycles de vie, etc., de la culture. Et puis, plus on change de focale, ici, c'est celle des organisations ou des systèmes d'action. Là, c'est les interactions dans la famille. Là, c'est l'individu. Là, c'est le cerveau. Et on pourrait descendre jusqu'aux chromosomes, etc. Et la première conclusion évidemment importante à retenir, elle est évidente, mais on n'en tient toujours pas compte. Ce n'est pas parce que c'est évident et parce qu'on le sait qu'on tient compte de ce qu'on connaît et de ce qu'on sait. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Eh bien, ce que l'on voit à une échelle disparaît à une autre. Ce qui veut dire qu'une variable indépendante explicative à une échelle, quand on change d'échelle, tout d'un coup, elle devient une variable dépendante, par exemple, d'un effet de situation. Deuxième chose que je ne vais pas développer, mais qui est très intéressante pour comprendre aussi comment fonctionne la société, comment expliquer les phénomènes, c'est qu'il y a 3 sortes de causalité. Et pour faire vite, la plus connue, c'est la corrélation, qui est l'indicateur de la causalité. Et la deuxième, c'est l'effet de situation, qui renvoie souvent à une analyse en termes de système, comme on l'a montré tout à l'heure par rapport à la théorie du chaos. Et puis, il y en a une troisième qui est très importante, qui est l'effet de sens et les croyances. C'est aussi une façon d'expliquer les phénomènes. Alors ici, j'ai pris cette photo il y a 2 ou 3 jours pourquoi 24 juin, parce que ce n'est pas le 24 juin, c'était le 24 juin, c'est 2019 l'erreur. C'est 24 juin 2019. C'est une photo qui m'a frappé, extrêmement macro, où on voit la question de la bataille autour du contrôle des orbites basses qui contrôle la digitalisation, qui contrôle la circulation de l'information dans le monde entier. Et il y a une bataille. Les Américains essayent de contrôler ces orbites basses, mais il y a une bataille aussi avec les Chinois et une bataille avec l'Europe, et on ne sait pas qui va l'avoir. Là, on est à une échelle très macro-sociale. À cette échelle-là, il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de sens, et on est sur un phénomène un peu comme le réchauffement climatique, un peu comme le Covid-19. C'est des phénomènes qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, mais qui peuvent un jour ou l'autre complètement influencer notre façon de fonctionner à d'autres échelles, notamment dans la vie quotidienne. Et le film, si on a le temps de le montrer, montrera justement des effets potentiels de la digitalisation dans l'espace domestique. Ici, c'est pour rappeler que quand on fait de l'observation d'une société, rien n'est fluide, tout est rugueux, ça fonctionne comme un système d'action, un grand système d'action entre la production, la distribution, la consommation, l'environnement et les déchets. Tout ça est assez brownien, va un peu dans tous les sens, mais on est là-dedans. Et qu'on soit une entreprise, une université, une ONG ou une administration, on doit vivre dans cet ensemble qui n'est pas simple, qui est relativement chaotique et assez brownien. Et quand on présente quelque chose de cohérent et qui a de l'ordre, c'est uniquement un petit morceau de cette réalité. La même chose ici, c'est pour montrer comment les décisions se prennent ou comment les innovations se diffusent tout au long d'un itinéraire, en montrant à chaque fois qu'il y a des acteurs, à chaque fois qu'une innovation, une idée, une anticipation peut disparaître, qu'elle peut aussi être contestée, comme on le voit ici récemment. Ça, c'est des photos que je prends à Paris. C'est tous les graffitis que j'observe sur les murs ou par terre et qui sont très souvent des formes de contestation, alors qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup de mots d'amour. Mais là, ça a été remplacé par toutes les formes de contestation sur les animaux, sur le réchauffement climatique et sur la politique. Au final, je vais déclencher le petit film
qui est un… Alors, je vais l'arrêter à 2 secondes. Alors, c'est un film, ce qu'on appelle de l'auto-ethnographie, qui correspond à une enquête que j'ai faite avec une collègue de chez Danone, parce qu'on a voulu absolument observer comment se passait, quels étaient les comportements alimentaires des Français pendant le confinement. Et donc, en qualitatif, on travaille sur très peu de personnes. Donc, on a travaillé sur 12 personnes qui étaient toutes de chez Danone parce qu'il fallait les recruter très vite pour pouvoir les interviewer. On a fait les interviews par Internet. Et puis, on a eu à peu près 9 cadres et 3 ouvriers, ce qui nous a permis d'avoir une bonne diversité. Et en qualitatif, on n'a jamais de fréquence. On cherche à dire, voilà quelle est la diversité possible des comportements. Et c'est ce qui nous apprend aussi beaucoup de choses. C'est très complémentaire des fréquences et des pourcentages. Et donc là, pour compléter l'observation chez les gens, j'ai filmé chez moi des pratiques sans savoir où j'allais, comme je fais souvent en anthropologie, comme j'ai fait en Afrique, en Chine, au Brésil, aux États-Unis. Et puis petit à petit, j'en ai monté 5 ou 6. Celui-là, c'est pour montrer un système d'objets. Donc là, l'idée centrale qui va sortir et que j'ai déjà depuis à peu près 2 ou 3 ans, c'est que l'espace domestique, le logement, et ça, je montre là les objets qui vont me permettre de faire une commande Internet. Et c'est un mélange à chaque fois d'objets digital et d'objets en dur. Le déclencheur de ma commande, c'est que les plantes commencent à se faner. Je vais chercher une commande. Et au début du confinement, qu'est-ce qu'on observe tous? C'est que la plupart des entreprises, j'ai plusieurs films là-dessus, ont des sites qui rament énormément. Finalement, tout ça se met en place et on va pouvoir arriver petit à petit à faire des commandes. Et là, incidemment, j'avais filmé une pratique que j'ai, celle-là, tout le monde, beaucoup de gens l'ont, pas tout le monde, bien évidemment, c'est le café Nespresso. Et vous allez voir la réinterprétation que j'ai fait des capsules Nespresso, parce que j'en ai besoin, ayant travaillé pendant 15 ans à l'école d'agriculture, je savais que dans le marc de café, il y avait de l'engrais NPK, c'est-à-dire de l'engrais qui est très bon pour faire pousser les plantes et notamment pour qu'elles fleurissent. Et donc, je récupère les capsules de Nespresso et je les mets après dans la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je suis quelqu'un qui vend des bulbes, pour faire pousser des plantes, il ne suffit pas d'acheter ou de vendre des bulbes, il y a tout un système d'objets qui accompagnent les bulbes que je vais vendre. Et tout d'un coup, j'observe que dans ces objets, dans une pratique parmi d'autres, il y a par exemple la récupération du café des capsules Nespresso. Là, ici, c'est des visions pour montrer en parallèle à la fois le confinement et à la fois qu'est-ce qui se passe dans Paris à l'extérieur. On voit réapparaître les oiseaux. Là, il y avait un passage où on entendait les oiseaux qui chantaient dans le cimetière Montparnasse. Et là, maintenant, je fais l'itinéraire et je fais apparaître les capsules, je fais apparaître les insecticides, je montre que tout ça, c'est attaqué par les pucerons. Donc, qu'est-ce que je fais à cette échelle-là? Vous voyez bien, on est passé d'une échelle extrêmement macro, celle des orbites basses, qui est à un niveau d'explication très différent, et on descend à une échelle très microsociale où on voit un tas de détails et apparemment il n'y a pas de lien entre les deux. Et c'est vrai qu'on ne peut pas reconstruire le système de causalité entre le système des orbites basses et l'ordinateur qui quelque part est au cœur de cette démonstration, puisque c'est lui qui va permettre de commander, qui va permettre de produire et qui va permettre de consommer. Et la conclusion de tout ça, c'est de dire aujourd'hui, c'est une conclusion qui est évidemment tirée d'énormément d'enquêtes qui ont été faites auparavant et que je recroise à chaque fois, parce qu'en qualitatif, on n'a jamais de big picture, comme on dit en anglais, on n'a que des petits morceaux, et c'est à force de faire les enquêtes qu'on comprend ce qu'on fait. Moi, je ne comprends ce qu'on fait qu'à la fin des enquêtes, jamais avant. Et donc, l'image qui ressort, qui est intéressante, c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'espace domestique, on n'est pas en train de retrouver, évidemment sous des formes différentes, ce que l'on connaissait dans les sociétés paysannes, et j'ai travaillé 8 ans en Afrique, notamment dans les villages africains et à Madagascar, au Congo notamment aussi. Est-ce qu'on n'est pas en train de retrouver quelque chose qui existait dans les sociétés paysannes, qui était que l'unité, élargie ou non,
était à la fois un lieu de production. On peut travailler, c'est le télétravail comme le montre le téléconfinement. On peut produire, c'est la cuisine par exemple aussi. On peut acheter grâce à l'ordinateur. On peut consommer grâce à ce qu'on a acheté, mais on peut aussi vendre grâce à tous les sites de revente. Je pense au dernier qui est à la mode, qui est Vinted. Et on peut aussi évidemment faire des loisirs grâce aux consoles de jeux. Et donc le logement tout d'un coup devient une nouvelle façon de fonctionner du consommateur ou du citoyen. Et c'est dans cette nouvelle forme de fonctionnement qu'il va prendre ses décisions. Et donc, quelque part, il faut anticiper. Si on veut anticiper qu'est-ce qu'il va acheter comme bien et comme service, eh bien, il faut essayer de comprendre finalement comment il décide et quel est le nouvel environnement, le nouvel écosystème dans lequel il va décider. Merci pour votre attention. Alors maintenant, je pense qu'il faut passer à la suite. Merci beaucoup, Dominique. Fanny Parise, voilà, qui est anthropologue également, une grande spécialiste des nouveaux imaginaires et qui travaille justement sur les scénarios que j'évoquais tout à l'heure, avec la capacité aussi de se voir ce que nos objets du quotidien, nos usages, bien évidemment, pourraient devenir à partir d'une méthodologie qui s'appelle le design fiction. Donc bonjour à tous. Donc comme Frédéric vous l'a dit, je suis anthropologue et je vais vous parler d'une méthodologie spécifique qui s'appelle l'ethnofiction. Donc la question qu'on peut se poser, surtout dans une période sujet à un certain nombre de changements, c'est est-ce que l'anthropologie peut prédire le futur ? Certainement pas. Par contre, elle peut nous permettre de voir différemment notre réalité. Comme on l'a déjà dit, notre monde est en train de changer et la crise que nous traversons nous contraint à voir notre réalité différemment. L'incertain, si cher à nos récits traditionnels où les héros devaient affronter la colère des dieux pour survivre, n'a jamais semblé autant d'actualité au sein de nos sociétés modernes. Et l'anthropologie, elle va nous donner quoi ? Un cadre d'observation qui va nous permettre de porter notre regard sur les signaux faibles, les micro-changements de notre société. Et on va prendre comme point de départ notre quotidien pour pouvoir nous projeter dans l'après à travers l'observation des micro-changements, des objets et des rituels qui peuplent nos vies. Si on continue, pour pouvoir faire ça, et pourquoi l'ethnofiction peut avoir du sens dans cette période-là, c'est parce que l'objectif, ça va être de mieux comprendre une situation, qu'elle soit dans le cadre professionnel ou de propre quotidien. Si on comprend, ça va nous permettre d'anticiper. Comme disait Charles Darwin, ce n'est pas forcément les plus forts qui vont survivre, c'est ceux qui vont être en capacité de s'adapter. Et l'anthropologie nous donne des clés pour pouvoir avoir un autre regard sur ce fameux quotidien. Donc, on va s'atteler à mettre en tension différents éléments, notamment ceux des invariants anthropologiques, ou même si chaque culture et toute société est dynamique, on a quand même des invariants, une certaine stabilité dans les modèles qui font que même si on observe quelque chose, on a l'impression qu'effectivement c'est structurant et ça va participer à changer les contours de notre modernité. Peut-être que c'est des phénomènes qui sont conjoncturels ou des épiphénomènes qui ne participeront pas forcément à faire société. À l'inverse, d'autres qui vont être des signaux faibles, des signaux émergents, comme ça a été précédemment énoncé, vont participer à redessiner les contours de notre modernité. Si on prend, par exemple, en termes d'invariants anthropologiques, tout ce qui va être rite ordinaire ou small talk, ce sont des choses en apparence anodines qui sont pourtant très structurantes dans notre quotidien. Avec la pandémie qu'on est en train de vivre, le port du masque, la distanciation physique vont être des éléments qui vont venir chambouler en quelque sorte ces invariants anthropologiques où les individus vont s'adapter, mais ça ne veut pas dire pour autant que ces fameux rituels d'interaction, on y reviendra après, vont complètement être modifiés. Donc du coup, c'est vraiment de se dire entre ce qui bouge et ce qui bouge un petit peu moins, qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut avoir de la distance et être dans une approche moins émotionnelle par rapport à une situation qui touche tout à chacun. Pour faire ça, l'anthropologie, à travers la culture matérielle, va nous permettre de nous focaliser sur les objets et les rituels sociaux de cette quotidienneté, où on va s'intéresser à ces objets comme des marqueurs à la fois de distinction sociale, mais également des brouilleurs culturels, où on va notamment mettre en exergue les contradictions culturelles qui émergent du capitalisme à travers des objets de grande consommation où des prescripteurs historiques vont
vont réactualiser ce qui était autrefois des signaux un petit peu plus faibles liés à la déconsommation ou à la décroissance, et on va essayer de comprendre ce rapport entre niveau de confort et niveau de bonheur par rapport justement à cette consommation. Si on va un petit peu plus loin, on se dit qu'effectivement, la société est en train de changer, et comment on peut donner des clés de lecture à la fois aux entreprises et à tout à chacun pour regarder un petit peu différemment cette réalité. L'anthropologie prospective est une des solutions. Donc, ça va être une mise en situation fictionnelle pour comprendre mieux ou différemment le réel, qui va reposer sur 3 dynamiques. Ça va être une démarche spéculative qui va être complémentaire aux études classiques. Donc, on ne fait pas seulement de l'ethnofiction, ça va arriver après des études un petit peu plus classiques, quali ou quantitatives. On va co-créer des pistes de provocation avec les acteurs, les entreprises et toutes les parties prenantes de cela. Et on va mettre en place des scénarios spéculatifs qui vont être structurés par différents niveaux d'analyse, qui sont en quelque sorte aussi des échelles d'observation dont le professeur Dominique Desjeux va nous parler par la suite. Et on va prendre un certain nombre de variables en compte, qu'elles soient techniques, pragmatiques, sémiotiques, rhétoriques, culturelles, idéologiques, etc. Et qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre à la fois de se projeter et de projeter des équipes dans un futur abstrait et lointain, d'imaginer des services, méthodes de travail et usages qui feront la différence demain ou après-demain, et s'assurer de rester compétitif et efficace sur le long terme. Donc, comme je vous le disais, c'est complémentaire aux études classiques, et on va toujours partir d'une problématique, d'une intuition, d'un signal faible, de quelque chose qu'on a observé et qu'on aimerait mieux comprendre pour pouvoir le faire vivre et mettre en scène différemment les résultats de recherche qu'on peut avoir. Donc là, je vais vous présenter rapidement différents projets que j'ai pu mener dans ce cadre-ci, mais avant, pour mieux comprendre ce qu'est l'ethnofiction, il faut déjà parler de l'anthropologie des futurs. L'anthropologie des futurs, c'est quoi? Il s'agit d'étudier les relations entre l'imagination, les anticipations, comprenant à la fois les attentes et les spéculations, mais également les aspirations, c'est-à-dire l'espoir, les sensations, les ressentis et les affects, afin de mettre en place ce qu'on pourrait appeler une sorte de moteur de l'innovation technologique. L'imaginaire, ici, va être exploité en tant qu'espace propice à globaliser les découvertes technoscientifiques, un petit peu comme un placement de produits avant l'heure. Dans cette anthropologie des futurs, ça va nous permettre de faire de la prospective autrement, en faisant réagir tout à chacun face à des scénarios, parfois très disruptifs, à l'intersection entre le design spéculatif ou le design fiction et l'ethnofiction. Et en quelque sorte, notre démarche, elle va viser à projeter dans des mondes qui sont anthropologiquement viables, où la technologie ne va plus être une fin en soi, mais un moyen ou une conséquence. Et l'ethnofiction, qui est une méthode ou un outil, c'est en quelque sorte la dimension performative du design fiction qu'on entend de plus en plus dans les médias ou dans certains cabinets d'innovation, par la mise en scène de fables politico-scientifiques qui prennent vie à travers la description anthropologique de mondes fictionnels imaginés, mais également à travers le retour critique d'événements macro-sociaux qui influencent directement ou indirectement nos vies et notre avenir. Donc ça va se mettre en place auprès d'entreprises, de structures très différentes. Par exemple, on a travaillé sur le mythe du langage des animaux pour accompagner une communauté d'innovation dans l'écriture de ces mythologies du futur. On a travaillé avec des retailers suisses où on mettait en place de faux corners pour imaginer à quoi ressemblerait une alimentation universelle et personnalisée qui dépasserait les interdits alimentaires et les nouvelles injonctions sociétales. Mais on a également convié des équipes de publicité à des enterrements fictifs pour les initier à des rituels néo-cannibalistes pour imaginer le futur de la viande, ou encore des scénarios de néo-chamanisme et de robomobilité pour un ministère, pour essayer de penser différemment le futur du déplacement en mettant en quelque sorte en place une allégorie chamanique de notre propre modernité, le rapport que l'on a avec la technologie. Plus précisément, et pendant la période de confinement et de déconfinement qu'on est toujours en train de vivre, j'ai mis en place une étude entre la France et la Suisse auprès d'un panel de 6000 personnes où on a alterné des phases quali et quanti qui nous ont permis d'avoir un regard assez quotidien et suivi sur l'impact de ce qu'on était en train de vivre, à la fois dans les pratiques comme dans les représentations des individus. Cette étude nous a permis de mettre en place un projet qui s'appelle Mythologie du futur, à l'intersection entre le design spéculatif, la futurologie et l'ethnofiction, que je mène avec deux futurologues, Mathieu Griffoul et Julien Tauvel. Et l'objectif, c'était de partir de ces fameux insights anthropologiques, de ce qu'on avait pu observer sur le terrain,
pour donner à voir différemment notre réalité et construire des mondes qui pouvaient déranger, mais qui avaient le bien fondé de nous questionner sur le sens qu'on donnait à notre propre pratique et sur les contours qu'on voulait avoir pour notre vie en société de demain. Donc en fait, chaque semaine, on sortait une mythologie où on avait à la fois un essai assez stratégique sur l'impact et la place des technologies dans notre quotidien, une analyse anthropologique de ces mondes anthropologiquement viables, à quoi ils pourraient ressembler, et également une mise en perspective par rapport à des projets design spéculatifs qui existent déjà pour montrer que le futur est presque déjà là. Si maintenant on revient plus précisément sur l'exemple du masque totem de cette crise et celui de la pureté, du nettoyage lié notamment au rituel du lavage des mains, on peut dire que le masque s'est illustré pendant la crise à travers sa gestion politique, sa récupération médiatique ou même son interprétation en termes d'usage. Il est lié à la question de la santé et de la perception qu'ont les individus dans notre société. Initialement, le masque était perçu comme médical ou pour les malades, et il est en train d'évoluer, il devient même un signe de respect dans l'espace public. Et de l'autre côté, on a la santé qui va être érigée comme valeur suprême de notre société et elle devient ultra visible. Le rite de purification du lavage des mains devient un enjeu qui est même mondial. Il est intime et personnel et là, il devient un espoir pour toute une nation. Ce qui est assez intéressant sur tous ces phénomènes de récupération et d'adaptation des pratiques et des représentations qu'on a par rapport au masque, c'est qu'on se rend compte que sa diffusion ne va pas de soi et ça va reprendre les théories des processus de diffusion d'une innovation avec 3 phases, un processus non linéaire, de l'invention, de la diffusion et de l'innovation. Et effectivement, cet objet qui était le masque au départ, au final, a été un support à la solidarité, à la créativité et a permis de rendre plus acceptable la situation et à commencer à s'installer dans la vie des individus. Si le parti pris était de présenter le masque à travers le processus social de diffusion d'une innovation, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, il est encapsulé dans quelque chose que l'anthropologie connaît très bien, qui est les rites de passage. Et ces rites de passage vont également être structurés en 3 étapes. Et peut-être, on peut émettre l'hypothèse que ce que nous sommes en train de vivre, c'est un rite de passage. Et si on reprend les théories du chaos précédemment présentées, on se dit bien qu'effectivement, on a eu une crise qui a conduit à un temps collectif, la mise en place de nouveaux rituels, l'utilisation de nouveaux objets totems, de mise en place d'une néo-normalité qui va faire qu'en sortie de crise, même si on retourne à une normalité telle qu'elle soit, les individus, individuellement comme collectivement, ne seront jamais exactement les mêmes que ceux d'avant, parce que tout ce qu'ils ont vécu pendant cette période les a changés, ou du moins a mis en place différentes dynamiques qui vont participer, peut-être dans un temps beaucoup plus long, à changer les contours de leur quotidien. Maintenant, si l'on revient au schéma que je vous ai présenté en introduction et qu'on reprend pour un petit peu vous expliquer comment on travaille avec cette méthode-là, si on reprend les invariants anthropologiques, on se rend compte que c'est le mythe de Prométhée qui a été mis à mal dans nos sociétés occidentales, alors que l'on veut tuer la mort et qu'on aspire à l'immortalité. La promesse faite aux sociétés post-industrielles se retrouve en quelque sorte mise à mal par Covid-19. Si maintenant on s'intéresse aux signaux faibles, d'un point de vue structurel, on va se rendre compte qu'on a une intégration du masque qui était déjà à l'œuvre dans certains pays asiatiques, qu'on a des masques qui faisaient leur apparition sur les podiums de mode avant le début du confinement. On avait également une augmentation du port du masque pour les vélos en centre-ville pour lutter contre la pollution, et on avait un univers post-apocalyptique un petit peu à la Mad Max, notamment dans les séries sur des plateformes comme Netflix qui participaient à rendre un petit peu plus familier ce masque-là. Et puis ça s'inscrit, le masque fait maison, dans toutes les techniques de réassurance liées à la couture et au fait maison. D'un point de vue conjoncturel, on va avoir une nécessité de porter des masques malgré une pénurie dans un premier temps qui va engendrer une réappropriation et ce fameux processus de diffusion de ce nouvel objet. Et puis, on a cette situation, qu'elle soit d'un point de vue politique, économique, écologique, technologique ou humaine, qui participe à faire émerger différentes questions que l'ethnofiction va travailler. Par exemple, comment réapprendre à vivre dans une société où l'on ne se toucherait plus. Hop, alors, pardon, j'ai un petit bug technique.
Voilà. Comment se salue-t-on ou comment on a des relations sociales si l'autre est perçu comme une menace? Comment on va se maquiller? Comment on va se singulariser dans l'espace public si notre visage est couvert? La question aussi par rapport à la santé, c'est de se dire, faut-il préserver à tout prix la stérilité de nos espaces de vie ou au contraire accueillir les bactéries ou d'autres formes de vie essentielles à notre survie? Est-ce qu'on souhaite vivre dans des environnements clos ou à l'inverse, dans des environnements beaucoup plus ouverts? Et pour ça, on a déjà plein de projets qui émergent et qui sont des sources de solutions possibles. Par exemple, si on s'intéresse à la contre-culture pour le futur des masses, on se rend compte que dans la culture queer, le masque permet l'expression de soi et de nos multiples facettes. Après, on a des grandes enseignes comme Walmart qui ont déjà imaginé depuis 2013 des photomatons mobiles de la santé pour pouvoir faire des diagnostics ou encore d'autres projets artistiques qui valorisent la culture de bactéries bienveillantes au sein du domicile pour pouvoir s'immuniser et apprendre à vivre en osmose avec ces dernières. Donc, en bref, si je devais conclure sur ce que je viens de vous présenter très brièvement, c'est qu'effectivement, l'anthropologie peut nous donner, par ses outils, ses méthodes et les théories déjà existantes, une autre manière de regarder le réel et, par la même occasion, de donner à voir un futur peut-être plus en adéquation avec les attentes des individus et des aspirations qui ont émergé pendant cette période de confinement, déconfinement. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Fanny. Donc, on va terminer avec Benjamin Louvet, cette transition d'ailleurs, parce qu'on parlait beaucoup d'environnement et de lien à la nature à travers cet exemple. Mais on va se situer là maintenant avec Benjamin sur le grand sujet évidemment du présent et de l'avenir, la question des enjeux de transition énergétique, puisque nous sommes aussi tous concernés. Voilà. Donc, oui, Benjamin, je vais le présenter rapidement. Benjamin, notre dernier intervenant, last but not least, si j'en juge par les résultats des dernières élections, puisqu'il va parler de problématiques environnementales, l'énergie et les matières premières. Donc, Benjamin est gérant de matières premières chez Ophi Asset Management. Il a créé une société de gestion de portefeuille spécialisée dans les investissements financiers dans ce secteur des matières premières. Et comment dire, à travers son examen attentif de l'environnement économique, il a acquis une expertise sur le sujet de la dette et des problématiques environnementales et des investissements socialement responsables. On le voit très souvent apparaître dans les médias, notamment sur BFM Business, où il tient une rubrique hebdomadaire sur les thématiques, comme je vous l'ai dit, de l'énergie, des métaux, des produits agricoles, et également sur d'autres médias comme Radio Classique, LCI, Le Figaro, Challenge, et aussi dans des médias internationaux, Die Welt, Handelsblatt et le Huffington Post. Il est consulté ponctuellement par les autorités françaises et européennes dans le cadre des réflexions menées sur la financiarisation des marchés et des matières premières. N'oubliez pas, chers auditeurs, que vous pouvez poser des questions en cliquant sur votre écran dans l'onglet Q&R. Pendant que les conférenciers font leurs interventions, vous pouvez poser des questions qui seront ensuite relayées à chacun d'entre eux. Merci, c'est à toi, Benjamin. Vous m'entendez bien? Jean-Michel, si tu peux me confirmer que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Parfait. Bonsoir à tous. Merci à tous d'être encore là parce que vous avez déjà entendu beaucoup de choses passionnantes. Moi, je vais essayer de vous parler effectivement d'un enjeu qui, j'ai envie de dire, est presque primordial, puisque ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est que cet enjeu, s'il n'est pas résolu, finalement, les autres enjeux seront très difficiles à atteindre. Alors, on va commencer par le début. On va essayer de poser un constat. En fait, l'énergie, et aujourd'hui, notre monde est fait d'énergie. Et il y a une raison assez simple à ça, hein, c'est que quand on regarde ce que nous ont apporté les énergies, notamment fossiles, qui sont très disponibles, c'est absolument considérable. Et c'est ça, sans doute, qui a façonné notre économie moderne. Il faut savoir que dans 1 litre de pétrole, vous avez autant d'énergie que dans les bras de 200 hommes qui font une longue journée au champ. Donc forcément, tout ça a transformé notre société et j'ai envie de vous dire que, et c'est prouvé, hein, c'est pas juste une assertion comme ça,
il y a un lien direct entre l'énergie et la croissance de nos sociétés. Si on diminue notre disponibilité en énergie, eh bien, on diminue la croissance de nos économies. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est soumis à une double contrainte. La première, c'est que ces énergies fossiles ne sont pas disponibles indéfiniment et on commence à toucher ces limites. Et puis, la deuxième, c'est que la combustion de ces énergies fossiles émet des gaz à effet de serre, que ces gaz à effet de serre entraînent un réchauffement climatique. Là aussi, aujourd'hui, je pense que ce n'est plus discuté ni discutable, et qu'il va donc falloir vivre avec cette contrainte et nécessairement baisser nos émissions de CO2 et de gaz à effet de serre. Le problème, c'est que le problème se pose pour longtemps parce qu'une fois que vous avez émis du gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et en particulier du CO2, celui-ci met très longtemps à se dissiper. Donc, il faut agir très vite. Alors, quel est l'objectif? L'objectif, c'est de rester sous les 2 degrés. Pourquoi 2 degrés? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question, mais simplement parce que 2 degrés, on est arrivé à la conclusion que c'est à peu près la moitié de ce qui nous sépare de la dernière ère glaciaire. Alors, ça veut dire quoi? La dernière ère glaciaire, eh bien, il y avait une calotte glaciaire sur l'Europe. Le climat en Europe était à peu près, en France, était à peu près le climat de la Russie, et on pouvait traverser entre la France et l'Angleterre à pied quasiment, parce qu'on était à sec avec des niveaux de mer qui étaient beaucoup plus bas. Donc, c'est l'objectif. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, on mesure la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On dit qu'aujourd'hui, cette concentration ne doit pas dépasser 450 parties par million. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est déjà à peu près à 410 parties par million. On émet à peu près 2 parties par million supplémentaires chaque année, ce qui veut donc dire qu'il nous reste 20 ans devant nous pour ramener nos émissions nettes à zéro, sans quoi on dépassera les 2 degrés. Alors, pourquoi c'est un problème? Pour arriver à cet objectif, il faut réduire nos émissions de 5% par an. Alors, vous dites, oui, bon, 5% par an, et alors? Eh bien, il faut vous rendre compte que selon les dernières estimations qui ont été faites par Corinne Lequéré, présidente du Haut Conseil pour le climat et chercheuse émérite, la crise sanitaire que nous venons de traverser va entraîner cette année une baisse de nos émissions de gaz à effet de serre de 5%. Ça veut donc dire que pour tenir les engagements que nous nous sommes fixés lors des accords de Paris, il faut qu'on ait un choc économique aussi important que le Covid tous les ans pendant les 20 prochaines années. Le problème qui s'ajoute à cela, c'est que quand on regarde historiquement, on n'a jamais fait de transition énergétique. En réalité, ce qu'on a appelé la transition énergétique n'a pas été le remplacement d'une énergie par une autre, mais l'empilement des différentes énergies. On n'a pas arrêté d'utiliser du charbon parce qu'on a découvert le gaz ou le pétrole, donc ces énergies se sont empilées. Donc là aussi, c'est un vrai challenge qu'il va falloir relever. L'autre problème que nous avons, c'est que cet ennemi, il est invisible, et donc beaucoup de gens ont du mal à comprendre l'urgence de la situation dans laquelle on est. Et pourtant, les émissions de gaz à effet de serre, la pollution atmosphérique tue, selon l'OMS, 7 millions de personnes par an dans le monde, 7 millions de personnes par an. Et ce qu'on est en droit d'attendre du réchauffement climatique, ce sont des impacts encore plus forts. Juste pour vous donner un ordre d'idée, quand on parle d'un réchauffement de 5 degrés, qui est la trajectoire à peu près sur laquelle on serait aujourd'hui, selon certains experts, 5 degrés d'écart, ça entraîne la non-disponibilité d'un grand nombre de terres agricoles aujourd'hui utilisées. Ça veut dire qu'un grand nombre de zones deviennent inhabitables. Ça veut dire un changement des régimes de précipitation. Ça veut dire une augmentation du nombre de cas extrêmes météorologiques. Donc, il faut vraiment agir et agir vite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose à faire, c'est qu'il faut poser le bon diagnostic. Mais au-delà du bon diagnostic, ça ne suffit pas. Je pense que le diagnostic, je le disais aujourd'hui, il est accepté par tous. Mais au-delà de ça, il faut comprendre faire la différence entre la fin et les moyens. Je vais prendre un exemple sur les énergies renouvelables. Aujourd'hui, on a l'air de considérer que implanter des éoliennes ou des panneaux solaires, c'est une fin en soi et que si on a fait ça, on a réussi la transition. Eh bien non, implanter des éoliennes ou des panneaux solaires, c'est un moyen d'obtenir un objectif. Et ce n'est pas toujours le bon moyen. Je vais prendre un exemple. En France, où on a une énergie qui est déjà majoritairement décarbonée,
fermer des moyens nucléaires, comme ça a été le cas avec Fessenheim récemment, pour ouvrir des moyens renouvelables, n'est pas une solution qui va nous faire gagner des émissions de CO2. Le faire en Chine est une très bonne idée. Donc, il faut prendre du recul. Il faut écouter les scientifiques aussi, parce que les scientifiques ont un avis éclairé sur ces sujets, qui sont des sujets extrêmement complexes. Et donc, il faut prendre avis auprès des scientifiques pour arriver à trouver les bonnes solutions, qui, encore une fois, ne sont pas homogènes partout. Certains endroits, il vaudra mieux faire des ENR, des énergies renouvelables, éoliennes, panneaux solaires, biométhanisation. À d'autres endroits, le nucléaire peut être une solution. Il y a plusieurs solutions qui sont à mixer en fonction des zones dans lesquelles on apparaît. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, en Europe, on a eu l'exemple de l'Allemagne qui a réalisé une transition en implantant des énergies renouvelables et en supprimant du nucléaire. Les baisses d'émissions de CO2 sont pour l'instant assez faibles. Et en Angleterre, on a eu un pays qui a décidé de faire une transition en implantant des énergies renouvelables et en développant du nucléaire pour fermer du charbon. Les émissions de CO2 en Angleterre se sont effondrées. Ne pas confondre la fin et les moyens. Écoutez les scientifiques. Former les jeunes générations, c'est extrêmement important parce que ces problèmes sont complexes, je le disais, et pour prendre des décisions éclairées, il faut savoir de quoi on parle. Ensuite, il faut raisonner globalement et avec honnêteté. On a eu trop tendance ces derniers temps à se cacher derrière notre petit doigt et à essayer de trouver des parades pour éviter d'avoir à faire des choix difficiles. Je vais vous donner un exemple. On passe notre temps à dire en Europe qu'on a baissé nos émissions de CO2 ces dernières années, mais en réalité, on a délocalisé une grosse partie de notre industrie ailleurs dans le monde, et donc, on a maintenant une partie de ces émissions qui sont importées par les produits qu'on consomme et qui sont fabriqués à l'étranger. Donc, c'est assez compliqué. Il faut agir ensuite ensemble, parce que trop de décisions prises séparément sont parfois contre-productives. Donc, et il va falloir maintenant prendre, pour chaque décision qu'on prend, prendre ces décisions au regard de leur impact environnemental, c'est-à-dire avoir en permanence un calcul a priori de l'impact des décisions qu'on prend. Alors, au niveau des entreprises, et j'en finirai par là, quelles sont les choses que l'on peut faire pour tenir compte de cette transition énergétique et climatique? La première chose, c'est que les entreprises doivent comprendre l'enjeu et l'importance pour elles d'intégrer ces facteurs-là dans leur réflexion et dans leur plan de développement. Pourquoi? Parce que vos parties prenantes intègrent ces aspects à leur réflexion. Les clients veulent avoir le sentiment de participer à l'effort collectif à leur niveau. Les fournisseurs vont veiller à ce que votre comportement ne leur nuise pas. Vous avez des parties prenantes extérieures aussi, les ONG, qui pratiquent de plus en plus le name and shame, qui peut être absolument catastrophique pour le bien le plus précieux de votre entreprise, c'est-à-dire pour son image de marque. Alors, si je prends un exemple de ça, je peux vous en parler parce que c'est mon secteur d'activité, le secteur financier. Dans ce secteur, on a une importance des parties prenantes. Vous avez les actionnaires d'abord. Nous, la société pour laquelle je travaille, un actionnaire, un assureur mutualiste. Eh bien, les sociétaires de cet assureur veulent que leur argent soit placé dans des placements en relation avec la transition énergétique et participer à l'effort collectif de réduction. Les ONG aussi. Les ONG ont mis une énorme pression sur le secteur financier en disant que le secteur financier devait arrêter de financer les activités polluantes et s'il ne le faisait pas, eh bien, il y avait une pression par des publications. C'est arrivé à BNP Paribas qui a été dénoncé il y a quelques années parce qu'il faisait de la spéculation sur les matières premières agricoles. C'est arrivé récemment aux assureurs. Il y a eu un rapport qui a été publié par une ONG qui s'intitulait « Le charbon prend de l'assurance » et qui dénonçait le financement du charbon par les assureurs. Donc, il faut absolument prendre conscience de l'importance de ce phénomène-là. La pression, pour l'instant, se situe essentiellement sur les producteurs d'énergie, les distributeurs d'énergie, sur les financiers, mais cette pression, elle va se généraliser avec le temps qui passe et avec les besoins de voir cette situation évoluer. Après, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est faire un audit honnête de sa situation. Un audit honnête de sa situation, ça veut dire quoi? Ça veut dire quels sont les risques climatiques que porte ma société? Quels sont les risques de transition? S'il y a du réchauffement climatique, il y aura un impact sur l'approvisionnement des matières premières agricoles, parce que je le disais, un certain nombre de zones vont disparaître, mais aussi métalliques, parce qu'on va transformer une dépendance aux énergies fossiles par une dépendance aux métaux, puisque l'essentiel des énergies renouvelables nécessite des métaux pour être utilisables.
la Banque mondiale s'est alertée de ce phénomène-là. Le risque climatique, quel impact sur votre outil de production, quel impact sur vos potentielles ventes à venir. Le risque d'image aussi, je le disais, vous êtes aujourd'hui regardé par vos parties prenantes, donc il faut identifier les sujets les plus sensibles et se préparer à y répondre. Et puis, un dernier point vraiment important, les risques réglementaires. On a trop souvent tendance à les oublier sur ce sujet, mais je pense que les sujets réglementaires et la Convention citoyenne pour le climat est venue le rappeler, sont de plus en plus importants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les ONG ou les demandes se tournent essentiellement vers l'offre, sur une modification de l'offre. Mais le seul moyen de réussir une vraie transition énergétique, ça va être de modifier la demande. Et cette modification de la demande va passer par une contrainte à un moment ou à un autre. On parle par exemple pour la voiture de mettre en place un bonus-malus en fonction du poids, de réduire la vitesse de circulation sur les autoroutes, même si pour l'instant cette mesure a été rejetée. Et je pense que ces mesures contraignantes vont se multiplier et il faut que les entreprises appréhendent l'impact qu'elles peuvent avoir sur eux, parce que c'est vraiment un enjeu de vérité. Les ONG, les clients sur les réseaux sociaux vous regardent et peuvent vous juger extrêmement rapidement. Donc, il faut faire cet audit et préparer des réponses à l'ensemble des sujets qui peuvent prêter à polémique. Je ne veux pas dire qu'il faut les publier, mais il faut préparer un plan de communication pour chacun de ces sujets et avoir une position qui soit défendable, parce que ces sujets d'attaque vont se multiplier et aujourd'hui, la transition énergétique s'impose à nous et on ne pourra plus l'éviter. Si je dois conclure avec un sujet, j'ai essayé avec une image plus globale, j'ai essayé de vous faire sentir en très peu de temps l'importance de l'enjeu. Cet enjeu est fondateur. Si on ne réalise pas cette transition, toutes les autres questions qu'on pourra se poser seront sans intérêt parce que le monde deviendra tout simplement invivable. Donc on a deux solutions, soit on le fait de bon gré en anticipant, soit on le fera de force et ça sera forcément plus désagréable. Mais il faut avoir en tête que cette situation qui s'impose à nous est extrêmement brutale, elle est immédiate, elle est invisible, donc on ne s'en rend pas compte, mais c'est le sujet qui menace le plus votre entreprise au second degré, mais surtout vous au premier degré, nous tous au premier degré. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos interventions qui ouvrent des portes multiples et on a déjà quelques questions. Donc pour Fanny, peut-être la première, je commence par la fin. Fanny, est-ce que l'ethnofiction fait ou a fait naître des innovations concrètes ? Alors, oui, effectivement, parce que l'ethnofiction, qu'est-ce que c'est ? C'est de la mise en scène de méthodes d'innovation et de recherche anthropologique qui sont déjà existantes. Donc, c'est une nouvelle manière d'embarquer des équipes. Et notamment sur le projet du mythe du langage des animaux dont je vous ai parlé, c'était une expérience qui durait 3 jours où, en partant du récit et des mythes anthropologiques, on amenait, comme je vous le disais, des équipes innovation à se projeter dans le futur de leur mythologie. Et l'expérience avait été conçue en 2 temps. Donc, un premier temps, 48 heures, enfermé dans un château avec des animaux empaillés, avec tout un décor expérientiel qui participait à avoir du sens par rapport au sujet qui nous amenait. Et on amenait progressivement les individus à construire leur propre mythologie de demain pour ensuite, un 3e jour, les emmener dans un Fab Lab où ils allaient prototyper une partie du mythe qu'ils avaient imaginé, qu'ils allaient transformer en scénario d'usage. Et notamment pour un des projets qui avait été imaginé pendant cette expérience, il a été réinjecté dans le pipe projet quelques semaines après. Donc, on est sujet à la confidentialité, mais effectivement, ces approches disruptives qui nous permettent de voir différemment le réel, si elles sont bâties sur des études à la fois quali, quantiques, elles prennent en considération les contraintes technologiques, économiques et sociétales, peuvent bien évidemment conduire rapidement à des innovations concrètes. Merci beaucoup. Peut-être une question pour Benjamin, pardon. Pour Benjamin, donc en fait, pour réduire de 5% par an nos émissions, il faut un Covid cette année, un Covid l'an prochain, un Covid en 2022
C'est de ça dont on aurait besoin. Oui, tout à fait. En fait, c'est en valeur absolue par rapport à la valeur de départ. Et donc, il faut effectivement. C'est pas ce dont on aurait besoin, hein, soyons très clairs. Mais ça permet de jauger l'ampleur de la transformation qui est nécessaire dans nos sociétés. Pour faire très simple, il faut qu'on réduise très fortement notre consommation d'énergie fossile. Notre consommation d'énergie fossile augmente tous les ans. Pour ce qui est du pétrole, par exemple, la consommation augmente d'à peu près, elle est d'aujourd'hui à peu près 100 millions de barils par jour, pour avoir des ordres de grandeur en tête, et elle augmente d'à peu près 1,5 million de barils par jour tous les ans depuis plusieurs années, jusqu'à la crise sanitaire qu'on connaît. Aujourd'hui, pour vous donner un autre exemple, dans le monde, il y a en construction 252 centrales à charbon, alors même que tout le monde est d'accord, le charbon est responsable de 45% des émissions de gaz à effet de serre, et tout le monde est d'accord qu'il faut se débarrasser du charbon. Eh bien, il y a 252 centrales à charbon qui sont en construction dans le monde. Donc, ça vous montre l'ampleur des modifications de nos perceptions et des modifications de la consommation qu'il faudrait. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du Covid, mais ce n'est pas un Covid cette année, 2 Covid l'année prochaine et 3 Covid l'année suivante. C'est l'équivalent d'un choc de l'ampleur du Covid en termes de baisse de consommation pour arriver à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés aux accords de Paris. Merci beaucoup, l'image reste parlante. Maintenant, une petite question pour, excusez-moi, pour Dominique Desjeux, que voudrons-nous consommer et qui soit selon vous nouveau, que nous ne connaîtrions pas encore? On a une question boule de cristal. Je crois que la réponse est décalée déjà par ce que vient de dire Benjamin Couvé, c'est-à-dire le problème de base, c'est la question énergétique. D'un point de vue anthropologique et historique, si vous retenez 1750 pour faire vite, milieu du XVIIIe siècle, c'est l'arrivée du charbon et qui révolutionne ce qui, depuis à peu près 10 000 ans, faisait fonctionner les sociétés sur ce qu'on appelle les bioénergies, à commencer par l'énergie humaine, puis animale, solaire, etc. Donc, si on veut comprendre quelles sont les consommations qu'on va avoir dans le futur, il faut déjà comprendre les conditions énergétiques, et pas simplement technologiques, mais les conditions énergétiques qui vont permettre tel ou tel type de consommation. Évidemment, après, ça va dépendre si on est sur des consommations alimentaires ou si on est sur des consommations liées à la mobilité ou si on est sur des consommations de services. Aujourd'hui, ce qui paraît plausible, c'est que, en termes géopolitiques, on assiste à un croisement, un chassé-croisé des classes moyennes entre celles de l'Asie du Sud-Est et une partie du charbon est produit en Asie du Sud-Est et en Chine, hein, c'est là que ça se passe, et vous mettez ensemble l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est, et vous avez une classe moyenne en pleine expansion qui fait qu'une partie des matières premières ont énormément augmenté entre 2000 et 2008, et qui fait qu'aujourd'hui, l'expansion de cette classe moyenne mondiale vers l'Est du monde, l'Est pour nous, fait que de l'autre côté, la classe moyenne la plus basse chez nous, et les gilets jaunes pour moi sont en partie explicatifs par ça, mais pas uniquement bien sûr, sont en train de voir leur pouvoir d'achat baisser, et ceci depuis 2000. Même si en moyenne, le pouvoir d'achat s'est plutôt bien porté, même sur 150 ans, même sur 100 ans, et même sur 10 ans ou 20 ans, suivant les cas. Et donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ce qui va conditionner en partie la consommation, c'est aussi la question du pouvoir d'achat. Si vous croisez maintenant un pouvoir d'achat en baisse, des risques importants en termes d'énergie électrique, qui est le résultat final de n'importe quelle énergie dans l'espace domestique qui conditionne l'achat de consommation, il y a un autre risque qui apparaît, c'est celui de la panne électrique. Imaginez aujourd'hui ce que serait un logement avec une panne électrique, plus rien ne marcherait. Il y a 25 ans, j'ai fait une enquête pour EDF, une panne électrique, le seul gros problème était le congélateur. Aujourd'hui, on ne pourrait même plus discuter, on ne pourrait même plus parler. À partir de ces éléments, j'allais dire extérieurs au choix des consommateurs, bien évidemment, la consommation sera orientée après en fonction, par exemple, de l'évolution du télétravail ou non. Est-ce qu'une partie des gens vont être en télétravail? Ça va déplacer les lieux de distribution, les lieux de mobilité, etc. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup d'idées
sur les nouvelles consommations, même si je travaille pour Pernod Ricard, L'Oréal, Chanel, j'ai bossé pour EDF, pour Orange, etc. Je suis bien incapable de savoir quelles seront les nouvelles consommations pour une raison majeure aussi, c'est qu'en général, une nouvelle consommation est liée à un effet d'agrégation. Mais je suis capable d'analyser quelles sont les conditions sociales, techniques et énergétiques qui vont transformer le système de décision et donc au final le choix des consommateurs. Bien évidemment, produit par produit, je ne sais pas si on regarde aujourd'hui le maquillage, j'ai lu un truc qui m'a intéressé sur le Japon, ça m'avait déjà frappé en Chine. Une partie, je vais m'arrêter là, une partie des femmes japonaises mettent un masque quand elles n'ont pas le temps de se maquiller. Donc je me dis, tiens, il y a peut-être une menace qui pèse sur le maquillage si les épidémies reviennent régulièrement. Ce qui est possible, comme c'est aussi, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est dans l'ordre des possibles. Donc je regarde aussi qu'est-ce qui menace le marché et potentiellement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut changer le système de maquillage et se dire c'est quoi un maquillage quand on a un masque. Ce qui ne me paraît pas évident à résoudre, je reconnais volontiers, mais tout d'un coup, on pose autrement la question, à partir de quoi on peut imaginer quels seront les produits qui seront utiles par rapport à les problèmes que doivent résoudre les consommateurs dans leur vie quotidienne. Ma seule, à chaque fois, réponse est de dire quels sont les problèmes que les consommateurs rencontrent dans leur vie quotidienne et est-ce que le produit ou le service que je leur propose répond à ces problèmes et résout leurs contraintes ou au contraire les augmente. Merci beaucoup. Nous avons 2 dernières questions et nous clôturerons ensuite. Pour Bruno Marion, y a-t-il des facteurs ou des indicateurs qui laissent penser que l'on se dirige vers une émergence ou une faillite? Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner dans une situation de chaos que vous avez étudiée? Alors, émergence ou effondrement, j'ai des bons jours et j'ai des mauvais jours. Les bons jours, je me dis, on va tous se réveiller un matin et se dire qu'on vit à 8 milliards ou plus sur ce petit point bleu au milieu de l'univers et on va se dire, faut vivre ensemble, faut qu'on trouve ensemble comment avoir l'énergie suffisante et propre et on va y arriver. Ça, c'est quand je suis dans les très, très, très bons jours. Et puis, j'ai des mauvais jours et là, je me dis, c'est mort, c'est foutu. Rien qu'avec ce que nous a expliqué Benjamin, là je vous ai parlé des phénomènes d'auto-amplification, c'est trop tard, c'est foutu, le permafrost va fondre, donc ça va encore augmenter le réchauffement qui lui-même, voilà. Donc ça c'est les mauvais jours. Et puis la plupart des jours en fait, je suis entre les deux et je me pose la question suivante et ça va être ça ma réponse, en tout cas une partie de ma réponse, c'est quel est, excusez-moi là aussi pour le langage scientifique, mais quel est le niveau de claque dans la gueule qu'il va falloir qu'on prenne pour justement répondre à la question énergétique, répondre aux questions sociales, répondre aux questions de sens auxquelles nous sommes confrontés. Alors, je crois qu'on voit déjà plein de petites choses émerger. C'est celles que j'observe quand je suis de bonne humeur. C'est la première fois avec le Covid, par exemple, qu'on a un tel niveau de conscience d'habiter tous ensemble sur cette planète. Voilà, donc quand je suis optimiste, je me dis, est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Je voudrais conclure ma réponse en disant que ce que je sais, parce que ce sont les théories du chaos qui me le disent, c'est que dans ce monde qui est devenu chaotique, où on voit plein de phénomènes d'auto-amplification, on n'a jamais eu autant de pouvoir, en fait, pour dessiner notre futur. Dans le monde d'avant, dans le monde que j'appelle linéaire, qui était assez proche de l'équilibre, même si on l'a vu, il y avait déjà plein de crises cycliques. On revenait à l'équilibre, par quelques exemples. Pour faire changer les choses, il fallait être très puissant. Il fallait être le président du pays, aujourd'hui le président du monde. Il fallait être très riche ou être très nombreux et on pouvait faire la révolution. Il fallait avoir beaucoup de force et de puissance pour faire changer les choses. Aujourd'hui, grâce à l'effet papillon, paradoxalement, vous n'avez jamais eu autant de pouvoir parce que nous sommes dans un monde turbulent, dans un monde incertain, dans un monde chaotique. Vous n'avez jamais eu autant de pouvoir individuellement, quelle que soit la taille de votre entreprise. Donc, ma réponse, c'est nous pouvons faire le choix de l'émergence et s'appuyer sur tous les petits signes qui existent déjà pour en faire un monde, je ne sais pas comment dire, le monde d'après, un monde meilleur.
Merci beaucoup et je souscris à la thèse optimiste que vous développez. Et pour terminer, une dernière question à Christophe Bourseiller. Primat de la morale, quelle morale et qui définit la morale? Vous savez, la morale, il y avait une phrase de Pascal qui disait « vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». La morale varie selon les époques. La morale, c'est quoi? L'éthique définit ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, à certaines époques, on va juger par exemple que Woody Allen est le plus grand cinéaste, que sa définition de la séduction est la définition emblématique pour toute une génération. Et puis arrive une génération suivante, le temps passe et Woody Allen devient un personnage obscur, proscrit, clivant, inquiétant. Ça veut dire que la morale a évolué. Quand je dis que la morale aujourd'hui est vraiment transcende les signes émergents et qu'elle me paraît une tendance de fond, évidemment, je ne juge pas. C'est-à-dire que c'est la morale de l'époque, sachant que les moments moraux sont souvent suivis de moments assez différents. Donc, ce moment que nous vivons, qui peut sembler puritain par certains aspects, qui en tout cas est marqué par un désir véritablement d'éthique. D'ailleurs, vous savez, lorsque les homosexuels ont décidé de se marier, il y avait là comme le désir d'une communauté de venir dans le giron de la morale, au fond, hein, de s'inscrire dans cette moralité traditionnelle, alors que le mouvement gay des années 1970 était un mouvement de contre-culture qui luttait contre le mariage. Vous voyez, on voit bien ce type d'évolution. Merci beaucoup. Je vais conclure. Merci à ceux qui nous ont suivis. Nous avons un peu dépassé en termes de temps. Merci d'avoir ouvert nos perspectives. Je crois que c'est précieux ce que vous nous avez transmis et partagé sur cette heure. Et j'espère que nous aurons l'occasion de vous retrouver sur des prochains webinars ou en vous rencontrant physiquement à tous, peut-être à la rentrée de septembre.